Pour mon dernier jour à Bali, j'ai voulu terminer ce voyage sur une note culturelle et historique, et je n'ai pas été déçu. Je me suis rendu à Semarapura, aussi connue sous le nom de Klungkung, une petite ville tranquille, mais pleine de charme, autrefois capitale d'un ancien royaume balinais. C'est ici que se trouve un lieu absolument fascinant, le palais de justice Kertagosa, un véritable bijou d'architecture et de symbolisme qui nous plonge dans la sagesse, la justice et la philosophie balinaise d'autrefois. Dès l'entrée, on ressent le poids de l'histoire. Le Kertagosa fait partie d'un ancien complexe royal, le Puri Semarapura, datant du début du XVIIIe siècle. Il a été construit sous le règne du roi Dewa Agong Jambe et servait qu'autrefois de lieu de conseil royal et de tribunal suprême. Autrement dit, c'est ici que les rois et les prêtres discutaient des affaires importantes du royaume et rendaient la justice en se basant sur les lois traditionnelles hindoues. Rien qu'à imaginer ces scènes, les juges, les prêtres, les accusés, les plaignants, réunis sous ce pavillon ouvert, on ressent déjà la solennité et la gravité du lieu. Le Kertagosa est un pavillon typiquement balinais, avec son toit en tuiles brunes, soutenu par de magnifiques colonnes sculptées. Il se dresse au milieu d'un petit bassin rectangulaire appelé le Tamanjili, littéralement le jardin sur l'eau. Ce plan d'eau entoure le pavillon comme une barrière symbolique entre le monde extérieur et le monde des sages. Les reflets du bâtiment dans l'eau, les nénuphars flottants, les statues de démons protecteurs sur les berges, tout contribue à créer une atmosphère à la fois paisible et empreinte de respect. Mais ce qui rend ce lieu absolument unique, ce sont les peintures du plafond, un chef-d'œuvre de l'art balinais traditionnel. Quand on lève la tête, on découvre un spectacle incroyable. Des dizaines de panneaux peintés racontant des scènes de la vie, des jugements divins, des batailles spirituelles et des leçons morales. Ces fresques datent du XVIIIe siècle et elles sont peintes dans le style wayang, inspiré du théâtre d'ombre balinais. Les personnages y sont représentés avec des silhouettes élancées, des visages de profil, des gestes expressifs, comme s'ils dansaient au-dessus de nos têtes. Ces peintures ont une fonction éducative et spirituelle. Elles représentent le voyage de l'âme après la mort et montrent comment les actes commis durant la vie déterminent la destinée dans l'au-delà. C'est à la fois une leçon de morale et une mise en garde. Celui qui vit dans la vertu accède au paradis, tandis que celui qui commet des fautes doit en répondre devant les dieux. On y voit des scènes très détaillées, parfois dures, des démons qui punissent les âmes coupables, des anges qui guident les justes, des dieux assis sur leur trône céleste. Chaque recoin du plafond est un chapitre d'une immense fresque sur la justice, la morale et la réincarnation. En écoutant les explications du guide, j'ai compris que le Kertagosa n'était pas qu'un tribunal, mais aussi une école de vie. Les sentences prononcées ici n'étaient pas simplement punitives, elles visaient à corriger, à ramener l'ordre et l'équilibre. Dans la philosophie hindou-bouddhiste balinaise, la justice ne sépare pas, elle réconcilie. Elle vise à restaurer l'harmonie entre les hommes, les dieux et la nature. Et c'est précisément ce que l'on ressent en se promenant dans le pavillon. Un profond respect pour la sagesse des anciens, pour cette manière de penser la société comme un tout cohérent, où chaque être a sa place et sa responsabilité. Les murs, quant à eux, portent aussi des gravures et des sculptures finement réalisées. Elles racontent la vie du royaume, les coutumes, les rituels et même les scènes du quotidien. On y apprend comment la communauté s'organisait, comment les conflits étaient réglés, comment les fautes étaient réparées. C'est une véritable leçon d'anthropologie à ciel ouvert. Chaque motif, chaque détail semble nous parler, nous transmettre une sagesse millénaire, celle d'un peuple qui a su concilier spiritualité et organisation sociale. En me déplaçant lentement autour du pavillon, j'ai pris le temps d'admirer la finesse du travail. Le soleil, passant à travers les ouvertures, faisait briller les peintures, révélant les nuances d'ocre, de bleu et de doré. Des oiseaux chantaient dans les arbres alentours, et l'eau du bassin, légèrement agitée par le vent, diffusait une sensation de calme absolu.
j'ai eu l'impression de me trouver dans un musée vivant où chaque pierre, chaque ligne raconte un fragment de l'histoire de Bali. En sortant du site, j'ai longé quelques petites échoppes d'artisans vendant des reproductions de peintures, des livres d'histoire locale et même des maquettes miniatures du palais Kertagosa. Les vendeurs, souriants comme toujours, m'ont salué avec gentillesse. Je me suis arrêté quelques instants pour observer une femme peindre un motif floral sur une planche de bois, la même technique utilisée pour décorer les plafonds du palais. Encore une fois, ce mélange entre l'art, la foi et la vie quotidienne m'a profondément touché. Ce lieu, bien que modeste en taille, m'a semblé immense par sa richesse symbolique. Il témoigne de la profondeur de la culture balinaise, de sa philosophie fondée sur la justice, la responsabilité et l'harmonie universelle. Et je me suis dit, en montant dans le véhicule de retour, oui, c'est ça Bali. Une île où chaque lieu, chaque temple, chaque sourire raconte une histoire, celle d'un peuple profondément humain, guidé par la beauté, la foi et la recherche de l'équilibre. Après avoir quitté la ville de Semarapura et son fascinant palais de justice Kertagosa, j'ai fait un court arrêt dans un marché local. Et là, je dois bien l'avouer, j'ai savouré avec bonheur la fraîcheur de la climatisation. Car dehors, le soleil tapait fort, l'air était chaud et humide, typique de la saison sèche balinaise. Mais la véritable découverte de la journée m'attendait un peu plus loin. Le village traditionnel de Tanganan, situé à l'est de Bali, non loin de Kandidasa. Dès mon arrivée, j'ai senti que j'entrais dans un endroit vraiment à part. Un lieu hors du temps, préservé du tumulte moderne où les traditions ancestrales continuent de rythmer la vie quotidienne. Tanganan est l'un des villages les plus anciens de Bali. Habité par le peuple Baliaga, les premiers habitants de l'île, bien avant l'arrivée de la culture hindoue venue de Java. Ces habitants sont considérés comme les gardiens de la culture originale balinaise et leur mode de vie, leurs coutumes, leurs croyances ont été soigneusement préservés depuis des siècles. En parcourant les ruelles pavées du village, on a vraiment l'impression de remonter le temps. Les maisons, toutes construites selon le même plan, sont disposées de manière symétrique le long d'une grande allée centrale. Elles sont faites de pierre, de terre et de bambou, avec des toits en chaume, et chacune possède une grande porte ouverte donnant directement à la rue. Et c'est justement ce qui rend la visite si particulière. Chaque famille laisse sa maison grande ouverte aux visiteurs. On entre, on regarde, on discute, on apprend. Les habitants y exposent leurs produits artisanaux, qu'ils fabriquent eux-mêmes avec patience et savoir-faire. Sur les tables, j'ai découvert des tissus tissés à la main, appelés Grinsing, littéralement le tissu qui protège du mal. Ces tissus sont la fierté de Tanganan, car ils sont fabriqués selon une technique unique au monde, le double ikat. Ici, la teinture des fils de coton se fait avant le tissage, à la fois pour la trame et pour la chaîne. C'est un travail d'une précision incroyable qui demande plusieurs mois, parfois une année entière pour un seul tissu. Les motifs géométriques, souvent rouges, noirs et beiges, ont chacun une signification symbolique. Ils protègent contre les mauvais esprits et attirent la prospérité. Plus loin, j'ai observé d'autres artisans. Certains sculptaient le bambou, d'autres façonnaient des paniers ou gravaient des motifs sur des feuilles de palmier séchées. Chaque geste semblait chargé d'une tradition millénaire. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le calme. Pas de bruit de moteur, pas de klaxon, juste le martèlement doux du travail manuel, le chant des oiseaux et quelques rires d'enfants courant dans les allées. Le temps semble ici s'écouler à un rythme différent, lent, apaisant, presque méditatif. En marchant un peu plus loin, j'ai été attiré par un petit attroupement de villageois. Curieux, je me suis approché et j'ai découvert un combat de coqs. Rassurez-vous, il ne s'agissait pas d'un vrai combat sanglant, mais d'une démonstration symbolique donnée pour les visiteurs. Les habitants de Tanganan tiennent à montrer cette tradition ancienne,
autrefois liées aux rites religieux et à la fertilité. Les coqs, magnifiquement plumés, étaient décorés et traités avec soin. Les villageois riaient, discutaient, échangeaient des plaisanteries. L'atmosphère était bon enfant, loin de toute violence. C'était une manière pour eux de partager un pan de leur culture tout en amusant les touristes. Ce qui m'a profondément touché dans ce village, c'est la gentillesse et la simplicité des habitants. Partout où je passais, des sourires, des salutations, parfois même des invitations à entrer pour boire un thé ou goûter un fruit cueilli sur place. Ils vivent modestement, mais semblent riches d'autre chose. Le lien avec la nature, la communauté, la spiritualité. Ici, la vie est régie par des règles strictes de pureté, d'harmonie et de respect. Les cérémonies religieuses, très nombreuses, rythment les saisons et les étapes de la vie. Naissance, mariage, moisson, fête des ancêtres. Chaque jour, les habitants déposent des offrandes de fleurs et de riz devant leur maison ou dans les petits temples du village. Un geste humble, mais empreint d'une grande ferveur. En discutant avec mon guide, j'ai appris que Tanganan est aussi célèbre pour son festival Perang Pandan, une fête spectaculaire où les hommes du village s'affrontent symboliquement avec des boucliers en rotin et des feuilles de pandan acérées. Un rite initiatique ancien censé renforcer la bravoure et l'esprit de fraternité. Malheureusement, il n'avait pas lieu ce jour-là, mais les habitants m'en ont parlé avec fierté et enthousiasme. En fin de visite, je me suis assis quelques instants sur un banc à l'ombre d'un grand arbre, juste pour observer la vie du village. Des enfants jouaient avec des cerfs-volants, des femmes discutaient en tressant des paniers, et un vieil homme nourrissait des poules en chantonnant. Un tableau d'une simplicité désarmante, mais d'une beauté rare. Après cette belle matinée de découverte, quoi de mieux qu'un moment de détente bien mérité? Je me suis arrêté dans un petit restaurant au bord de la plage, les pieds presque dans le sable. L'endroit était tout simplement idyllique, Virgin Beach, qu'on appelle aussi Pasir Putih. Une plage encore préservée, avec son sable blanc éclatant et ses eaux turquoises. Le bruit des vagues, la brise marine, les palmiers qui se balancent doucement. Tout invitait à la relaxation. Après un délicieux déjeuner à base de crevettes grillées et de légumes sautés, je n'ai pas résisté à l'appel de la mer. Une baignade rafraîchissante dans une eau tiède et limpide, un vrai plaisir. Puis, allongé sur un transat, un jus de papaye bien frais à la main, je me suis laissé bercer par le calme environnant. C'était ce genre de moment parfait où le temps s'arrête, où l'on se sent tout simplement bien, en harmonie avec soi-même et la nature. Et tandis que je regardais l'horizon, je me suis surpris à rêver à mon prochain voyage, au Vietnam du Nord, un nouveau chapitre d'aventure que j'ai déjà hâte de partager avec vous. C'est promis, je vous raconterai tout, étape par étape. Alors, si vous avez envie de continuer le voyage à m'écouter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer. De Bali au Vietnam, l'aventure continue et elle ne fait que commencer. Et voilà, mon aventure à Bali touche à sa fin. C'est toujours un moment un peu particulier, celui du dernier regard sur cette île magnifique, avant de reprendre la route vers l'aéroport de Denpasar. Je revois encore ces paysages luxuriants, ces sourires balimais, cette lumière si douce qui accompagne mes souvenirs. Dans quelques instants, je vais embarquer, direction Kuala Lumpur, puis Doha, avant d'atterrir enfin à Paris-Charles de Gaulle. 3 escales, un long voyage avant de retrouver ma ville de Lyon, le lendemain dans l'après-midi. Autant dire que ce sera un retour un peu épuisant, mais le cœur, lui, restera léger et rempli d'images inoubliables. Je repars avec dans la tête le parfum du jasmin, le bruit des vagues,
le rire des enfants croisés dans les villages et la sérénité des temples au lever du soleil. Bali m'a offert bien plus qu'un simple séjour touristique, une véritable leçon de douceur, de respect et de spiritualité. Alors même si le voyage s'achève, les souvenirs, eux, ne font que commencer à vivre. Je rentre chez moi, fatigué mais heureux, avec une seule envie, revivre tout cela à travers mes images, mes vidéos, et surtout vous le faire partager. Merci d'avoir suivi cette belle aventure avec moi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes ailleurs dans le monde.